Vous marchez dans une rue d'un centre historique. Pierre, proportion, silence entre une colonne et l'autre. Quelque chose en vous se détend. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne vous l'êtes pas demandé. Cela arrive. C'est tout. Puis, vous marchez dans un quartier périphérique. Béton brut, fenêtres identiques. Aucun centre, aucun point où poser les yeux. Et vous sentez quelque chose se contracter. Une petite angoisse sans nom. La question est simple. Pourquoi? Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas du snobisme. C'est quelque chose de plus ancien que l'un et l'autre. Quelque chose qui concerne le rapport entre la forme des choses et la forme de l'âme. Les villes ne sont pas des contenants neutres. Ce sont des messages. Et certains messages font mal. Je travaille en ce moment sur une série de textes sur des thèmes qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Des thèmes qui concernent la façon dont nous vivons, la façon dont nous habitons le monde. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'un d'eux. Il existe un indicateur qui ne ment jamais. Les trottoirs. Ce qu'un peuple fait au bord de la route, ce qu'il laisse tomber et ramasse ou ne ramasse pas, ce qu'il choisit de réparer ou d'ignorer, c'est là que son âme se trouve exposée. Une ville au trottoir défoncé n'est pas seulement une ville aux finances en désordre. C'est une ville où quelqu'un a cessé de croire que la forme compte, que le regard des autres mérite attention, que l'espace commun est encore mien, tien, nôtre. L'inverse est tout aussi vrai. Marchez dans le centre de Bologne, sous les portiques. 800 ans d'arches qui vous abritent de la pluie. Construits par ceux qui ne vous connaissaient pas. Pour vous, il y a là un geste de civilisation que les mots n'atteignent pas. La beauté de l'âme d'un peuple se voit là aussi, dans la façon dont il traite ce qui ne lui appartient pas personnellement, mais appartient à tous. Leon Battista Alberti, au XVe siècle, écrivit que la belle ville est celle qui éduque ceux qui l'habitent. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la forme de l'environnement entre en nous, qu'une place avec un centre, une fontaine, une église, un palais public qui en est le pivot, dit quelque chose à l'homme qui la traverse. Elle lui dit qu'il existe un ordre, qu'il y a un haut et un bas, qu'il existe quelque chose vers quoi s'orienter. Pensez à la Piazza Navona à Rome. 3 fontaines, une église qui ferme le fond, le Bernin jouant avec l'eau et le marbre comme si c'était de la musique. Vous entrez sur cette place et vous savez où vous êtes. Vous savez que vous êtes petit face à quelque chose. Et il est bon de le savoir. C'est une libération. Pensez à Salzbourg. Les rues convergent vers la cathédrale. Ce n'est pas un hasard. C'est un choix théologique autant qu'urbanistique. Le centre de la ville est le centre du sacré. Tout tourne autour de quelque chose qui vaut plus que la somme de ses parties. Au Bath, en Angleterre, le Royan Crescent, une courbe parfaite de maisons géorgiennes qui s'ouvre vers le parc. Celui qui l'a conçu, John Wood le Jeune, savait que la géométrie peut être un acte de dévotion, que mettre les choses en ordre est déjà un geste moral. Ce ne sont pas des endroits où les gens vivent bien parce qu'ils sont riches. Ce sont des endroits où les gens sont moins tristes parce que la forme de la ville leur dit chaque jour qu'il existe une hiérarchie et que cette hiérarchie protège. Puis vint le XXe siècle. Le Corbusier, architecte franco-suisse, prophète du modernisme, dit quelque chose qui semblait révolutionnaire. La maison est une machine à habiter. Et de cette phrase est descendue la moitié de la périphérie européenne. Sarcelles, au nord de Paris, construite dans les années 60 pour résoudre le problème du logement. Des milliers d'appartements identiques, des routes larges pour les voitures, aucune place, aucun centre. Les sociologues français ont forgé un mot, la sarcellite, une maladie. Les symptômes,
dépression, sentiment d'abandon, violence silencieuse. En Italie, il y a le Corvial, à Rome. 1 kilomètre de béton armé. Un seul bâtiment aussi long que 10 pâtés de maison. L'idée, concentrer, rationaliser, rendre efficace. Le résultat, un lieu où l'identité ne prend pas racine, où le sens de la frontière entre le mien et le tien se dissout parce que rien ne la marque. À Palerme, il y a le quartier Zen, Zona Espansione Neuve, construit dans les années 70, des rues qui ne mènent nulle part, des immeubles qui se tournent le dos, aucune église au centre, aucune fontaine, aucun lieu où les gens puissent se rencontrer et se reconnaître comme communauté. L'architecture démocratique, celle qui traite chaque point de l'espace comme équivalent, sans centre, sans sommet, sans hiérarchie, ne libère pas l'homme. Elle le laisse seul au milieu de rien. Le philosophe anglais Roger Scruton a consacré des années à cette question. Il disait que l'architecture laide n'est pas seulement désagréable sur le plan esthétique, c'est une forme de violence silencieuse, parce que l'environnement dans lequel vous grandissez façonne votre capacité à imaginer le monde. Un enfant qui grandit dans une cour entourée de murs écaillés, où la cage d'escalier sent mauvais, où aucun arbre n'est visible, cet enfant n'est pas seulement pauvre en ressources matérielles, il est pauvre en forme. Et la pauvreté des formes est une pauvreté de l'âme. Je ne parle pas de ceux qui ont de l'argent et de ceux qui n'en ont pas. Je parle de quelque chose de différent. Je parle de soin, d'intention, de ce geste minimum qui consiste à planter une fleur devant la porte d'entrée, à peindre une porte d'une couleur qui ne soit pas le gris du béton, à placer une lumière qui fasse sentir à quelqu'un qu'on l'attend à son retour. Ceux qui grandissent dans le lait apprennent que le lait est normal. Ils apprennent qu'il n'y a rien qui vaille la peine d'être préservé. Ils apprennent à ne plus remarquer. Et quand on cesse de remarquer le lait, on cesse aussi de remarquer le beau. Les deux choses vont ensemble. L'âme se forme dans son environnement, pas seulement dans la famille, pas seulement à l'école, dans la rue aussi, dans l'immeuble, dans le parc abandonné ou dans le parc entretenu. La beauté n'est pas un luxe. Ce n'est pas le caprice de ceux qui ont trop de temps libre. C'est la condition minimale pour qu'un homme puisse se sentir chez lui dans le monde, pour qu'une communauté puisse se reconnaître comme telle, pour qu'un enfant puisse imaginer un avenir qui vaille la peine d'être construit. Les grandes civilisations n'ont pas élevé des cathédrales parce qu'elles étaient riches. Elles étaient riches parce qu'elles élevaient des cathédrales, parce qu'elles croyaient que la forme comptait, que le beau était un acte de respect envers ceux qui viendraient après nous. Nous avons hérité de cette forme, et dans bien des endroits, nous l'avons jetée au nom de l'efficacité, de l'économie, de l'égalité. Nous avons construit des quartiers où tout le monde est égal dans l'insignifiance. Il y a quelque chose de profondément faux dans tout cela, et je crois que nous le sentons. Nous le sentons chaque fois que nous sortons d'une gare de banlieue, que nous levons les yeux et ne trouvons rien sur quoi les poser.